Vous aurez remarqué que cette dernière question, en parlant de sociologie du nom, était une manière un peu subtile de préparer une transition vers notre deuxième conférencière de ce soir, que je suis vraiment très, très heureux, là aussi, d'accueillir. Une grande habituée, elle aussi, du collège. Elle a beaucoup parlé ici. On est toujours heureux de l'entendre comme Martin. C'est Gisèle Sapiro, donc. Grande sociologue de la littérature, hein, fort connue, directrice de recherche au CNRS, directrice d'études à l'École des hautes études en sciences sociales, médaille d'argent très récente, prestigieuse récompense du CNRS, et qui est l'autrice d'un nombre de livres important, et c'est pas le nombre qui est important, le nombre est important, mais de livres importants, vraiment, qui ont fait date et qu'on continue de lire. Je n'en cite que quelques-uns. La guerre des écrivains, donc sur les 1940-1953, sur les écrivains pendant la Seconde Guerre mondiale. Translatio, le marché de la traduction en France à l'heure de la mondialisation, thème qui sera sans doute évoqué tout à l'heure dans la conférence. La responsabilité de l'écrivain, qui est l'un des thèmes centraux de la réflexion de Gisèle Sapiro, donc littérature, droit, morale en France au 19e, 21e siècle, les écrivains et la politique en France de l'affaire Dreyfus et de la guerre d'Algérie, et puis dernièrement, un livre aussi assez passionnant qui essaie de traiter une question de véritable théorie littéraire, hein, par une approche pragmatique, sociologique, pratique, historique. Peut-on dissocier l'œuvre de l'auteur, hein? C'est une vraie question traitée à partir ici de cas particuliers. Et donc, voilà, pour parler, je ne l'ai pas rappelé tout à l'heure, mais ça me paraît important, pour parler de ces nouvelles recherches sur la littérature, hein, qui font écho à ces nouvelles recherches que faisait lui-même Valéry ici même dans les années, à la fin des années 30, au début des années 40. Je crois que la sociologie de la littérature, telle que la pratique Gisèle Sapiro, fait partie de ces nouvelles recherches qui nous apprennent énormément, hein, sur l'institution littéraire, son rapport à la société, à l'histoire. Et aujourd'hui, donc, on sera plutôt dans les affaires, non pas de responsabilité de l'écrivain, mais plutôt précisément dans les questions de mondialisation, qui est aussi la littérature mondiale fait partie des objets de recherche et de travail de Gisèle Sapiro. Et le titre du séminaire, de la conférence, c'est « Créer un canon littéraire international, Roger Caillois et le programme des œuvres représentatives de l'UNESCO ». Merci beaucoup, William, pour cette présentation et pour cette invitation. Je suis très heureuse d'avoir l'occasion de partager avec vous cette recherche en cours. Donc, au lendemain de la Première Guerre mondiale, fut fondée la Société des Nations, qui visait à pacifier les relations internationales. Un rôle particulier était dévolu au travail intellectuel en vue de la réalisation de cet objectif. Une commission de coopération intellectuelle fut mise en place, ainsi qu'un institut international de coopération intellectuelle. Paul Valéry fait partie des experts sollicités et il dirigera en 1937 la commission des lettres et des arts. Qui mieux que lui pouvait incarner cet idéal, lui qui ne cessait de marteler que la société des nations suppose une société des esprits. Pour créer cette société des esprits, il fallait pouvoir se connaître. En 1931 fut créé l'Index Translationum de l'UNESCO, qui entendait recenser toutes les traductions dans le monde afin de favoriser les échanges interculturels. À cette époque, ces échanges étaient encore fortement centralisés en Europe. Valéry assignait d'ailleurs à l'Europe un rôle tout particulier dans la formation de cette société des esprits. On comprend d'autant plus son désarroi face au déclenchement de la Seconde Guerre mondiale. Ce n'est pas par hasard qu'il consacre ses premiers cours du Collège de France en 1940 aux réserves intellectuelles de l'Europe, en rapport avec les circonstances, comme il le précise, et je salue au passage la superbe édition de ces cours par William Marx. Ces réserves requièrent, selon lui, je cite, l'action de présence de créateurs. C'est dans la troisième leçon du 12 janvier 1940. Or, cet objectif de favoriser les échanges interculturels sera repris après la guerre par l'UNESCO. Les échanges sont interrompus pendant la guerre, et c'est l'UNESCO qui reprend cet objectif, l'UNESCO, donc l'héritier de l'Institut international de coopération intellectuelle.
Refondée sous l'égide des États-nations, l'UNESCO déplace cependant les objectifs de l'Institut de deux façons, en promouvant une conception moins élitiste de la culture, en internationalisant les échanges au-delà de l'Europe. Le programme des œuvres représentatives, lancé en 1947, visait non seulement à recenser, mais aussi à soutenir les traductions d'œuvres littéraires, en particulier à partir des langues non occidentales. Ce projet, dont la gestion fut confiée à un autre écrivain, Roger Caillois, allait accélérer le remplacement du canon européen gréco-latin classique par un canon de littérature vernaculaire moderne, contribuant ainsi à l'unification d'un champ littéraire global ou d'une république mondiale des lettres, pour reprendre le titre du beau livre de Pascal Casanova. L'étude que je vais vous présenter fait partie donc d'un ouvrage en préparation sur le rôle des intermédiaires culturels dans la circulation des œuvres. En effet, loin de voyager librement dans le ciel des idées, les productions culturelles doivent être prises en charge par des intermédiaires, qu'il s'agisse d'individus ou d'institutions, pour circuler d'un endroit à l'autre. C'est d'autant plus le cas pour les œuvres littéraires qui, à la différence des arts plastiques et de la musique, requièrent une médiation supplémentaire pour passer les frontières, celle de la traduction. L'intérêt pour les intermédiaires est ancien en sociologie de la culture et en histoire culturelle. Pierre Bourdieu leur avait consacré en 1977, dans Actes de la recherche en sciences sociales, un article important intitulé « La production de la croyance », donc la croyance dans la valeur des œuvres est produite par ces intermédiaires. C'est eux qui produisent la croyance, l'adhésion du public. Cependant, la médiation interculturelle n'est devenue un objet à part entière que depuis la fin des années 90, en lien étroit avec la critique du nationalisme méthodologique. Elle s'est d'abord développée autour de travaux sur les transferts culturels, puis dans le cadre de l'histoire et de la sociologie des échanges culturels internationaux. Elle est une des perspectives permettant d'élaborer une histoire croisée, transcendant l'approche comparatiste qui tend à réifier les cultures nationales, mais elle est aussi un lieu d'observation privilégié des rapports de force inégaux entre elles. Alors, j'ai découvert le rôle d'intermédiaire culturel joué par Roger Caillois dans les archives de la maison d'édition Gallimard, où il a créé et dirigé la collection La Croix du Sud, dédiée à la littérature ibéro-américaine. Recruté à l'UNESCO, peu avant, il s'était vu confier en 1951 ce programme de soutien à la traduction. J'ai pu approfondir ce rôle grâce aux riches archives de l'UNESCO. Je tiens à remercier le personnel très efficace qui m'a aidé à m'orienter dans des inventaires très complexes. Et pour ce qui est de sa trajectoire, je m'appuie principalement sur la biographie que lui a consacrée Odile Felgin et sur les correspondances. Donc, j'évoquerai d'abord la genèse de ce programme des œuvres représentatives, puis le travail de Caillois à l'UNESCO et son travail éditorial chez Gallimard. Créée donc après la guerre, l'UNESCO entend jouer un rôle pour intensifier les échanges entre cultures, tout en promouvant une conception plus démocratique de la culture qu'elle constitue en catégorie d'intervention internationale, comme l'a montré Mauricio Bustamante dans sa thèse. Et en cela, l'UNESCO précède la plupart des ministères de la culture qui ne seront créés qu'après. Lors de la première session tenue en novembre et décembre 1946, la conférence générale de l'UNESCO a considéré que la traduction, je cite, et la diffusion des classiques constituaient l'un des meilleurs moyens de développer chez les différents peuples la bonne volonté, la compréhension et le respect mutuel. À la suite de quoi l'Assemblée générale des Nations unies a adopté à l'unanimité, le 14 décembre 1946, le projet visant à faire traduire les classiques dans diverses langues des États membres des Nations unies. Donc, cette résolution, numéro 60, considère que la traduction des classiques est un projet de caractère international présentant une importance capitale pour le développement de la coopération internationale dans le domaine culturel. 2, qu'il y a une relation étroite entre l'heureuse réalisation de ce projet et toutes les activités de l'UNESCO qui tentent à élever le niveau général de la culture parmi tous les peuples du monde. 3, que certaines nations ne disposent pas de facilités ni de ressources suffisantes pour assurer la traduction exacte dans leur langue d'un grand nombre de classiques. Et 4, que cette traduction contribuerait grandement à assurer leur développement dans le domaine culturel.
Elle charge donc l'UNESCO de rédiger un rapport élaborant des recommandations, je cite, sur les mesures à prendre et comportant en particulier des renseignements sur les méthodes qui permettront de choisir les grandes œuvres en toute objectivité, sur les besoins des différentes régions culturelles et des suggestions sur l'assistance d'ordre général à fournir en vue de la traduction, de la publication et de la distribution. Alors, ce rapport devait être présenté au Conseil économique et social en 1948. L'UNESCO entend entreprendre d'étudier ce projet en vue de présenter un plan d'action lors de la deuxième session de la conférence générale prévue à Mexico en 1947. Et ce projet donc, se pose 4 objectifs qui soulèvent nombre de difficultés quant à leur réalisation. Établissement d'une liste de classiques mondiaux, recensement des traductions qui existent actuellement dans les différentes langues, établissement d'une liste des besoins de chaque pays, des lacunes et des ouvrages dont il faut assurer la traduction et la diffusion en conséquence, accord sur les mesures à prendre pour assurer dans tous les cas la traduction et la diffusion de ces ouvrages. Alors, en ce qui concerne la diffusion et la traduction et la diffusion, l'UNESCO entend assurer un rôle de coordination sans avoir à engager son propre budget. Les représentants officiels de chaque pays sont sollicités pour désigner des experts en vue de la constitution des listes et commenter le projet. Des garde-fous sont néanmoins envisagés pour éviter les biais à travers l'énonciation de critères définissant ce qu'est un classique. Alors, peut être considérée comme classique toute œuvre à quelques domaines de l'esprit qu'elle appartienne, littérature, philosophie, sciences ou religion, qui est jugée suffisamment représentative d'une culture ou d'une nation et qui demeure comme un monument dans l'histoire du génie humain et dans l'évolution des hommes vers la civilisation. Donc, tout classique, encore qu'il puisse exprimer une culture particulière, a pour caractéristique de passer la limite de cette culture et de la représenter non seulement dans le cadre d'une nation, mais aussi auprès des autres nations. Troisième critère, les œuvres classiques s'adressent à un public de culture générale et non pas seulement à des spécialistes. Quatrième critère, la durée étant l'une des caractéristiques de l'œuvre classique, on s'accorde à considérer comme classiques celles qui auront subi l'épreuve du temps et qui auront conservé leur valeur humaine à travers plusieurs générations. On peut donc s'accorder, pour des raisons pratiques, disent-ils, à ne considérer comme classiques que les ouvrages dont la publication est antérieure à 1900. Pour les œuvres plus récentes, l'UNESCO a envisagé un projet complémentaire concernant la traduction et la diffusion des principaux ouvrages littéraires contemporains. Une priorité devrait être donnée en principe aux œuvres susceptibles d'accroître la compréhension réciproque entre les nations, c'est le 5e critère, le sentiment de la communauté humaine et le respect des particularités nationales. Alors, ces critères appellent plusieurs remarques. On relèvera tout d'abord la tonalité évolutionniste de ces critères, à savoir l'idée d'un progrès vers la civilisation une et unique, alors qu'en anthropologie, cette notion a, depuis les années 20, été remplacée par celle de culture au pluriel. Caillois, qui n'est pas encore là, mais qui se trouve en adéquation avec cette conception, aura à ce propos un conflit justement avec Lévi-Strauss, qui a été invité à prononcer la conférence inaugurale à l'UNESCO en 1951 et qui a choisi le thème de race et histoire, dans lequel il défend justement cette diversité des cultures. Et Caillois lui reprochera son relativisme culturel, ce qui lui vaudra des tensions à l'UNESCO. Deuxième point à relever, l'inscription nationale des œuvres qui doivent être représentatives d'une culture nationale, ce qui n'était pas le cas des classiques grecs et latins, et qui exclut en même temps les minorités, tout en donc, représenter une culture nationale, tout en transcendant cette culture pour la représenter auprès des autres nations. Donc ce critère correspond, vous l'aurez compris, à l'internationalisme qui guide la politique des Nations Unies et de l'UNESCO. Et dans un autre document rendant compte d'une réunion du 5 mai 1947, Jean Thomas, qui est l'assistant du directeur général et qui aura en charge les activités culturelles à l'UNESCO, précise que la liste devait comprendre, je cite, toutes les œuvres ayant une signification universelle et une valeur permanente. Alors, le quatrième critère ajoute la dimension idéologique, à la fois humaniste et pacifiste du projet, compréhension réciproque entre les nations, sentiment de la communauté humaine, respect des particularités nationales.
Le troisième critère se rapporte à la visée de démocratisation culturelle qui anime l'UNESCO et qui rencontre l'intérêt des industries culturelles en plein essor, l'accessibilité au grand public cultivé par opposition à la communauté des spécialistes. Et cette notion, je l'ai trouvée dans l'autre document, renvoie à celle de bourgeoisie cultivée, considérée comme un public intermédiaire entre les élites et les masses. C'est une citation, bien sûr. Il est précisé, donc, évoquant le cas des classiques allemands, que l'enquête ne saurait être limitée aux États membres des Nations Unies. Évidemment, on ne va pas exclure la pensée allemande de cette histoire, parce que l'Allemagne ne fait pas partie des Nations Unies. Par ailleurs, un critère supplémentaire dont le caractère arbitraire est reconnu est adopté donc pour s'assurer que la représentativité des œuvres transcende les circonstances de leur apparition, et donc seules les œuvres publiées avant 1900 seront retenues. Alors, ces critères ont suscité nombre de commentaires de la part des représentants officiels des gouvernements, parmi lesquels la difficulté à définir un classique et les problèmes de traduction, souvent liés aux conditions d'exercice de cette activité. La date de 1900 ayant été considérée comme inappropriée pour les nations jeunes, l'exemple de l'Australie est cité, le projet d'un programme parallèle pour les œuvres contemporaines a été envisagé. Au final, la notion de classique sera abandonnée au profit de celle de grands livres, great books. Tous les documents sont en deux langues, en français et en anglais, à savoir les ouvrages considérés comme les plus universels, je cite. Et puis, on abandonne encore cette notion pour celle d'œuvres représentatives. Elle englobe désormais la philosophie, les sciences sociales et les sciences de la nature, donc pas seulement la littérature. Une commission d'experts est constituée pour discuter des listes envoyées par les États membres et pour les organisations internationales sollicitées, le Pen Club pour la littérature, l'Institut international de philosophie et 3 organisations scientifiques. La première réunion d'experts se tient de mai à août 1948 à Paris, la seconde de novembre à décembre 1949. Parallèlement, l'UNESCO invite à la vigilance sur le choix des traducteurs et incite les gouvernements à faire pression sur les éditeurs pour améliorer leur rémunération, tout en promouvant au niveau international l'inscription des traducteurs parmi les travailleurs intellectuels. Pour assurer la diffusion de ces traductions à un public le plus large possible, l'UNESCO se charge de mettre en relation les agences étatiques soucieuses de promouvoir l'exportation de leurs œuvres avec les instances désireuses de les importer. L'UNESCO promeut des éditions à bas prix, à noter, avec de courtes introductions et de préférence bilingues. Alors, il y a eu par exemple une anthologie de poésie mexicaine qui est parue en 1953. Par contre, un projet d'anthologie haïtienne a été refusé au motif que comme c'était du français, il n'était pas besoin de traduire. Donc je passe au travail d'intermédiaire culturel de Caillois. Recruté en 1949 à l'UNESCO, comme je l'ai dit, grâce à son ami le normalien Jean Thomas, Caillois se voit confier le programme Œuvres représentatives en 1951. Parallèlement à son travail à l'UNESCO, Caillois s'engage dans une activité éditoriale au début des années 50 et devient un importateur de la littérature ibéro-américaine en France. Pour comprendre les dispositions de Caillois à exercer cette fonction, il faut revenir brièvement sur sa trajectoire sociale. Il est issu de la petite bourgeoisie rémoise, fils d'un employé de la Caisse d'épargne, occasionnellement clerc de notaire, d'une mère couturière. Il est typiquement le produit de la méritocratie républicaine, un boursier, excellent élève. Il entre à Louis-le-Grand lorsque sa famille émigre à Paris, puis à l'École normale supérieure et passera à l'agrégation de grammaire. Depuis Reims, où il était son voisin, il est lié à Roger Gilbert-Lecomte, un des animateurs de la revue Le Grand Jeu, et il rencontre ensuite André Breton et se lie avec l'avant-garde parisienne qui s'intéresse à cette époque beaucoup aux arts qu'on appelait primitifs.
Il suit assidûment les cours de Georges Dumézil et de Marcel Mauss à l'EPHE, l'École pratique des hautes études, qui conforte son intérêt pour la sociologie, à laquelle il est aussi initié à l'École normale supérieure, au Centre de documentation sociale, et aussi son intérêt pour l'anthropologie et pour les sociétés non occidentales. Il avait déjà découvert l'hindouisme par le biais du grand jeu, il apprend le sanskrit à l'Institut de civilisation indienne, intérêt qu'il développe dans le cadre du collège de sociologie notamment. Outre son capital social dans le champ littéraire français, il noue aussi des contacts avec des écrivains étrangers, notamment en Amérique latine, grâce à ses relations intimes avec l'écrivaine argentine Victoria Ocampo, qui est elle-même une figure majeure de l'intermédiation culturelle, importatrice de la littérature française dans son pays à travers la revue et les éditions Sourd. Durant son séjour à Buenos Aires, où il s'est réfugié pendant la guerre, Caillois acquiert une expérience éditoriale en lançant la revue Lettres françaises, qui tisse un vaste réseau intellectuel transnational d'opposition au régime de Vichy, notamment en lien avec les réseaux gaullistes par le biais de Raymond Aron, qui dirige la France libre. Les tentatives de Caillois d'introduire les littératures sud-américaines en France avant la guerre avaient échoué. Le programme de l'UNESCO va offrir une structure d'opportunité pour faire advenir ces efforts. En 1951, il crée la collection La Croix du Sud chez Gallimard, qui sera appuyée par ce programme. Son premier titre est Fiction de Borges, que Victoria Ocampo lui a présenté pendant son séjour à Buenos Aires, avec lequel les relations étaient assez tendues, bien qu'il l'ait publié pour la première fois en français dans les Lettres françaises. Alors, la traduction de ce livre fut à l'origine de la reconnaissance internationale de Borges, comme en témoignent les lettres adressées par des éditeurs étrangers. J'en cite une ici, celle de Joseph Barnes de Simon & Schuster, et vous pouvez voir « I blush to admit this, but I had never heard of the author before ». Donc, découverte de cet auteur grâce à la traduction en français chez Gallimard. Et j'ai trouvé dans les archives Gallimard d'autres lettres de l'italien Mondadori, plus tard aussi d'Oxford University Press. Donc, demande d'en savoir plus sur cet auteur pour acquérir les droits étrangers. Donc vous voyez l'importance de la médiation de Paris et de la langue française pour cette reconnaissance internationale. Borges l'a exprimé lui-même, je cite, « Avant d'être publié en français, j'étais à peu près complètement inconnu, non seulement à l'étranger, mais même chez moi à Buenos Aires. » En 1961, Borges remportera avec Beckett le nouveau prix international de littérature créé par l'éditeur Carlos Barral comme alternative au Nobel, auquel Borges sera nominé plusieurs fois sans l'obtenir, sans doute pour des raisons politiques, à cause de ses engagements. La consécration internationale de Borges a cependant été un des leviers du boom de la littérature latino-américaine des années 60-70. Outre Borges, son auteur phare, Caillois, a publié dans sa collection de 52 à 70 Arguedas, Cabrera Infante, Castellanos, Cortázar, dont les nouvelles figurent dans la liste des œuvres représentatives de l'UNESCO, Frère, Roa Bastos, Sabato, Vargas Llosa. Alors, par-delà cette collection, Caillois avait informé Gallimard de la volonté de l'UNESCO de soutenir les traductions d'œuvres non occidentales dans le cadre du programme des œuvres représentatives. La collection Connaissance de l'Orient va naître de la rencontre de cette initiative avec un projet conçu par René Etiamble, professeur de langue et littérature française à la faculté de Montpellier, qui envisage de son côté une collection chinoise. Etiamble et Caillois se sont connus au lycée de Beauvais, où ils ont tous deux enseigné et ont correspondu pendant la guerre. Etiamble a collaboré aux Lettres françaises. Je n'entrerai pas ici dans le détail de la collection elle-même que j'ai développée ailleurs, mais je vais me concentrer sur les relations entre Gallimard et l'UNESCO et sur le rôle de Caillois. Donc, lors d'un entretien avec Michel Gallimard, qui en rapporte la teneur à Etiamble dans une lettre, Caillois a confirmé qu'il est, je cite, « dans les dispositions de l'UNESCO d'autoriser ce genre de projet ». Toutefois, la Chine n'étant pas représentée à l'UNESCO, ou n'y étant que partiellement ou y étant mal vue, il ne pense pas qu'une collection strictement chinoise serait bien accueillie. Par contre, si nous proposions une collection orientale où figuraient les grands textes des littératures hindoues, chinoises ou japonaises, nous aurions beaucoup plus de chances d'obtenir une aide substantielle.
sur quoi il prie Étiamble d'établir une liste d'une trentaine de titres, environ 10 chinois, 10 hindous, 10 japonais, selon ces termes hindous, avec des suggestions de traducteurs. L'UNESCO offre soit de prendre en charge les frais de traduction, soit d'avancer la moitié des frais de fabrication à rembourser après avoir récupéré la mise de fonds. Michel Gallimard préfère la première option. Étiamble obtient parallèlement l'implication de l'ambassade du Japon qui agrée son projet pour des ouvrages autres que ceux sélectionnés par l'UNESCO, reconnaissant la qualité supérieure du choix d'Étiamble. En effet, l'UNESCO refuse par exemple de financer la traduction du roman de Genji parce qu'il en existe déjà une en anglais. Or, Gallimard considère que ce n'est pas une raison pour ne pas le traduire en français. Alors, au premier trimestre 1954, des tensions se font jour. Les éditions Plomb ont élaboré un contre-projet dont Caillois n'avait pas été informé. Caillois n'avait pas informé Étiamble, qu'il apprend par Jean Thomas. Et donc, Caillois aurait dit à Jean Thomas que cette collection donnerait trop d'importance à Étiamble, à la NRF. Donc, vous voyez, des rivalités de personnes. Mais on peut aussi penser que des enjeux idéologiques sous-tendent ce conflit feutré. Étiamble, proche du Parti communiste, souhaite publier dans sa collection des romans chinois contemporains, ce qui n'est pas prévu par l'UNESCO. Donc, enjeu politique, comme il l'écrit à Michel Gallimard à la fin 1954, quant à la Chine qui, depuis 35 ans ou 40 ans, accomplit une révolution littéraire annonçant, préparant et chantant la révolution politique, je crois que nous ne pouvons pas ne pas donner dans la collection 3 ou 4 œuvres du XXe siècle. C'est l'avis express de ce cher grand de Miéville, c'est le vœu de la Chine actuelle, selon la lettre que j'ai reçue. Je ne dis pas que Lu Zhaoxun soit Proust ni Corneille, mais je ne crois pas que nous puissions nous dispenser de donner un volume de l'un et de l'autre écrivain. Mais il semble que la politique de l'UNESCO ait été de mettre les éditeurs en concurrence en fait, pour choisir le plus offrant. Et donc la situation va se régler au profit de Gallimard, qui obtient que seule une part des titres de la collection seront soutenus par l'UNESCO et que l'UNESCO n'aidera pas d'autres éditeurs. Donc il y a toute une négociation où en fait, Michel Gallimard expliquait à son interlocuteur, Émile Delavenay, à l'UNESCO, en présence de Caillois, qu'il lui semblait extrêmement difficile que l'UNESCO donne parallèlement son appui à d'autres éditeurs, parce que les textes écartés peuvent l'être soit parce qu'ils ne présentent pas un intérêt suffisant, et dans ce cas, aucun éditeur n'en voudra, soit parce qu'ils sont réservés à un avenir plus lointain. Et il dit avoir insisté sur le fait que Gallimard envisageait une collection complète, formant une sorte de bibliothèque de la Pléiade des œuvres d'Extrême-Orient, que certes, il n'espérait pas une réussite financière rapide, mais qu'il entendait jouer sur le temps en créant une collection d'ouvrages de fond. Et en fait, donc, l'accord va distinguer 3 cas de figure. Les textes qui figurent à la fois dans le programme d'Étiamble et sur la liste des ouvrages de traduction souhaités par l'UNESCO. Donc là, ils se mettront d'accord sur un choix de traducteur et l'UNESCO prendra en charge la traduction. Et puis, Gallimard mentionnera la collection UNESCO. Ensuite, il y a les textes figurant sur la liste d'Étiamble, mais pas sur celle de l'UNESCO, qui paraîtront dans la collection sans mention de l'UNESCO et aux frais de Gallimard. Et puis les textes voulus par l'UNESCO, mais dont la publication paraît à Gallimard hasardeuse, bénéficieraient donc d'une aide à la fabrication en plus de la traduction. Donc la collection est limitée à 6 volumes par an, sachant que les chances d'atteindre ce nombre sont faibles en raison de la difficulté de trouver des traducteurs. Et ces échanges sont révélateurs en fait, des écarts entre la logique institutionnelle et politique de l'UNESCO et celle des éditeurs qui ne veulent pas se voir imposer des listes préétablies et qui veillent à préserver leur autonomie dans le processus de sélection des titres du catalogue. Les négociations témoignent du type de compromis qui peut être trouvé entre ces logiques grâce à des intermédiaires comme Caillois qui relèvent des 2 champs, éditorial et politico-culturel, et qui sont donc des sortes d'agents doubles. La tension ressurgit à la fin 1954 lorsqu'Étiamble découvre que Caillois a engagé des contrats sans le consulter à la conférence de Montevideo en fonction, dit Étiamble, de ses intérêts électoraux. Et Étiamble écrit alors à Michel Gallimard « Je reste comme toi persuadé que nous devons constituer une pléiade de l'Extrême-Orient et nous défendre âprement contre tous les gouvernements qui voudraient nous refiler leurs petits copains du jour ou du lendemain. » Donc, Caillois intervient aussi dans la sélection et les relations avec les traducteurs que l'UNESCO rémunère.
En novembre 1956, le contrat signé comporte un engagement à tirer 2000 exemplaires et la possibilité pour l'UNESCO d'acheter des exemplaires avec une remise de 40% du prix de vente en librairie. En fait, l'UNESCO agit comme une sorte d'auteur dans les contrats. L'UNESCO fournit la traduction de l'ouvrage. L'éditeur, je cite, ne pourra y apporter le cas échéant que des modifications de détails nécessaires pour donner au texte une qualité littéraire satisfaisante. Alors, selon le bilan établi en 1957, les ventes des 5 titres publiés avec l'aide de l'UNESCO s'établissent entre 2000 et 2600 exemplaires. Et en 1960, Robert Gallimard entreprend de renégocier le contrat avec l'UNESCO parce que le prix de revient est trop élevé, comme il l'explique dans une lettre à Caillois, ayant demandé à Étiamble de sacrifier un quart de ses droits, donc de 4 à 3%, il prie l'UNESCO de réduire ses droits de 6 à 5%, ce que l'UNESCO accepte, renonçant de son côté aux marges bénéficiaires habituelles afin de faire baisser le prix. Vous voyez donc, je ne vais pas tout lire, mais vous voyez donc la question de l'élévation du prix de vente et dépend du tirage, et donc la réduction des droits, et ce qui permet de maintenir un prix raisonnable afin d'atteindre le grand public et de pénétrer dans les couches cultivées. Les tirages s'établissent entre 1750 et 4400 exemplaires, une moyenne de 3410 exemplaires. Les ventes entre 543 et 2340, avec une moyenne de 1189 exemplaires. Et en novembre 60, Étiamble fait état à Raymond Gallimard d'une discussion avec Delavenay qui redéfinit les conditions des contrats en faveur des traducteurs et des réviseurs. Donc cet exemple détaillé illustre le travail d'intermédiaire de Caillois à l'UNESCO auprès des éditeurs, qu'il mène aussi avec des éditeurs étrangers. Un autre projet que réalise Caillois à cette époque est l'édition du Trésor de la poésie universelle, qui paraît en 1959 en coédition entre Gallimard et l'UNESCO, et il s'inscrit dans les nombreux projets d'anthologie de la collection. Jean-Clarence Lambert, poète, traducteur, coéditeur de l'ouvrage, propose en introduction une hypothèse de travail sur l'universalité de la poésie qui résout la tension inhérente au programme des œuvres représentatives. Je vais la lire, pas intégralement, mais il importait donc de situer aussi cet ouvrage au-delà de toute rhétorique et d'admettre avec Hegel qu'en dépit des différences dues aux caractères nationaux et aux phases de développement historique, la poésie de chaque peuple et de chaque époque contient un élément intelligible pour tous les autres peuples, un élément qui constitue une source de jouissance pour tout homme, à quelque époque qu'il appartienne, élément universel en tant qu'humain, d'une part, en tant que participant de l'art, de l'autre. Que le haut langage poétique se trouve au fond de la forêt africaine, tout autant qu'à la cour de l'empereur Yunzong des Tang, pardon la prononciation, n'est-il pas grand temps de l'admettre ? Je reviendrai à cette citation à la fin. Le travail intermédiaire de Caillois concerne aussi l'identification et la sollicitation de spécialistes, traducteurs, relecteurs, préfaciers, pour les projets éditoriaux. Ce travail se donne à voir dans sa correspondance avec Marcel Bataillon, professeur au Collège de France, dont il est alors l'administrateur et grand spécialiste du domaine ibéro-américain. Caillois le sollicite en 1955 pour des relectures et des préfaces d'ouvrages destinés à la collection des œuvres représentatives, notamment Souvenirs de province de Sarmiento et Lazarillo de Ciegos Caminantes de Concolor Corvo, qui est traduit par Yvette Cotier. Et il l'invite à siéger parmi les experts du programme. Le projet de Lazarillo rencontre des difficultés, l'éditeur Nagel l'ayant abandonné, et les éditions Plomb, à qui Caillois l'a proposé, le trouvant trop peu commercial. Caillois demande à Bataillon de l'aider à trouver un autre éditeur, et ce dernier lui suggère les éditions de l'Institut d'Amérique latine, où il est convenu que ne paraîtront que les projets à diffusion plus restreinte. Caillois sollicite encore Marcel Bataillon en 1958 pour une préface à la retraduction de l'écrivain péruvien Inca Garcilaso de la Vega par Jean Durand à partir de la traduction, donc un retravail de la traduction de Baudouin de 1633. Et il lui écrit « Je sais tout l'intérêt que vous portez à cette œuvre, c'est pourquoi je me permets de faire appel à votre irremplaçable compétence pour vous demander si vous consentiriez à préfacer cette traduction nouvelle qui intéressera certainement un public étendu. » Et les commentaires royaux paraîtront effectivement chez Plomb, ainsi que Histoire générale du Pérou.
En 1960, Caillois demande encore à Marcel Bataillon d'effectuer un choix de chronique précolombienne à partir d'un choix de 1103 pages effectué par Nicolas Olver en vue d'une traduction en anglais. Tout en dirigeant la revue Diogène, Caillois conduit parallèlement une réflexion sur l'évolution du programme. En 1958, le bilan de la collection des œuvres représentatives était de 55 titres traduits, 125 en cours de traduction ou de publication, et l'ambition de populariser les littératures de l'Orient rencontre en fait des obstacles d'ordre non seulement politique, mais aussi commercial et culturel. Un document d'information en date du 2 octobre 1959, rédigé en vue de la 4e réunion du comité d'experts, explique, je cite, « Il semble en effet que le grand public est encore mal préparé à goûter dans leur intégralité la plupart des œuvres de la littérature orientale, trop étendues ou trop déroutantes pour lui. » Outre les traductions à faire ou à rééditer, et ici ce ne sont pas les œuvres mais les traductions perdues, outre traductions à faire ou à rééditer, les éditeurs impliqués, Réclame en Allemagne, Rizzoli en Italie, Penguin Book au Royaume-Uni, auraient suggéré de rédiger des manuels d'initiation, illustrés, présentés de manière séduisante. Le terme séduisant, attrayant revient tout le temps pour toucher ce public cultivé. Et sont envisagées donc des monographies consacrées à des sujets tels que la philosophie indienne, le théâtre japonais, le roman chinois, les historiens chinois, la poésie chinoise, les voyageurs arabes, les mystiques persans, etc. Alors jusqu'en 1962, le programme de traduction n'est mené que vers l'anglais et le français, mais à la demande de certains gouvernements, il est envisagé de l'élargir à l'espagnol, l'allemand et l'italien. De fait, un soutien sera apporté à certains éditeurs pour des traductions d'œuvres orientales dans des collections populaires comme la Réclame Universal Bibliothek en allemand ou la Oosterse Bibliothek aux éditions Meulenhoff d'Amsterdam. De même, un certain nombre de classiques occidentaux, dont plusieurs pièces de Shakespeare, seront publiées en indonésien par les éditions Pustaka Jaya de Jakarta. Un des problèmes récurrents sur lesquels les experts sont appelés à se prononcer est celui de l'établissement de listes de traducteurs et traductrices qualifiés. Par-delà les conditions d'exercice du métier, une réflexion est aussi engagée sur la formation des traducteurs. Le budget de l'UNESCO ne permettant pas d'envoyer des traducteurs occidentaux pour des séjours longs à l'étranger, dans un pays d'Asie en vue de perfectionner leur connaissance de la langue et de la culture de ce pays. Et donc des coopérations sont envisagées avec des organisations non gouvernementales telles que le Conseil international de la philosophie et des sciences humaines et les fédérations affiliées, l'Union internationale des orientalistes qui est citée comme exemple, les universités aussi où sont enseignées les langues orientales et les grandes fondations ayant une action culturelle. Alors, à cette époque, Caillois engage également une réflexion sur les conditions d'exercice de la littérature. Début juillet 1965, il anime le colloque organisé par l'UNESCO parallèlement au congrès du Pen Club en Yougoslavie, initialement intitulé « L'écrivain et la société », la problématique évolue vers celle des nouvelles valeurs et les nouveaux moyens d'expression artistique. S'inscrivant dans le cadre de l'enquête de l'UNESCO sur l'impact des technologies sur les arts, 4 thèmes y sont abordés. Donc, vous voyez l'introduction de la langue orale dans la littérature et plus largement la question du rapport entre littérature et réalité, la communication de masse qui a inévitablement des effets sur l'écrivain et pose la question du goût populaire, le documentaire, reportage journalistique filmé, et l'influence du cinéma sur la littérature, ce qu'on appelle le cinéma du regard. Alors, pour conclure, écrivain, critique, traducteur, Caillois a ainsi reconverti son capital culturel spécifique, alliant culture classique, intérêt pour les civilisations orientales et formation en sciences sociales, et son capital social transnational dans l'intermédiation entre les cultures, fonction dans laquelle il se spécialise à un moment où elle s'institutionnalise avec le programme de l'UNESCO. À la faveur de ces réseaux dans le monde académique, en tant que normalien, il peut également constituer un réseau de spécialistes dotés d'un capital symbolique élevé, à l'instar de René Etiamble et de Marcel Bataillon, dont la relecture garantit la qualité des traductions et les préfaces, leur valeur et légitimité culturelle, les érigeant au rang de classiques ou d'œuvres canoniques.
Cependant, tel n'est pas toujours l'avis des éditeurs qui préfèrent de plus en plus se passer de commentaires érudits et de notes de bas de page dans les ouvrages qu'ils éditent, craignant de rebuter le grand public. J'ai trouvé la trace d'une telle répugnance dans les archives Gallimard à propos de cette collection Connaissances de l'Orient. Lui-même éditeur, Caillois est en mesure de faire les liens entre la logique et les contraintes propres au monde éditorial et celles qui régissent une institution internationale comme l'UNESCO et d'aider à trouver des compromis. Le travail d'intermédiation qui est le sien est équivalent à celui d'un agent littéraire, dont la tâche est de placer des projets de livres auprès des éditeurs, à ceci près qu'il agit pour le compte d'un organisme international public où il occupe un poste. Du reste, le programme des œuvres représentatives a dû d'emblée circonscrire le périmètre de son travail de manière à ne pas concurrencer les agences littéraires privées, comme il est indiqué dans les documents préparatoires. Mis à part l'exemple de l'agence littéraire soviétique, qui centralisait depuis l'entre-deux-guerres les droits étrangers pour les langues du RSS, ce travail anticipe par ailleurs les politiques étatiques d'aide à la traduction qui seront mises en place dans les années 80, au moment où le programme des œuvres représentatives est interrompu pour des raisons financières. Plus, ce programme suscite leur émergence en invitant les États à coopérer pour la sélection et le financement de projets de la collection. Ainsi, des gouvernements japonais, indiens et pakistanais qui cofinancent les traductions d'œuvres de leurs pays respectifs, bientôt suivi du Brésil et de la Corée, ou encore de la Commission libanaise pour la traduction de chefs-d'œuvre en arabe et de l'arabe. En 1983, alors c'est un bilan provisoire parce que j'ai fait des comptages, mais je dois y revenir, et ça ne concerne que la collection des œuvres représentatives. En 1983, l'UNESCO peut se prévaloir de 800 titres de traduction publiés sous ses auspices ou entreprises en vertu d'accords conclus avec l'organisation. Les ouvrages proviennent de plus de 60 littératures dans environ 45 langues orientales et 20 langues européennes, à quoi s'ajoutent les langues et littératures africaines et océaniennes. Qui plus est, l'UNESCO se targue à bon droit d'avoir fait émerger sur la scène internationale des auteurs contemporains comme le grec Georges Seferis et le japonais Yasunari Kawabata, tous deux couronnés par le prix Nobel de littérature en 1963 et 1968 respectivement. L'UNESCO souligne aussi à juste titre l'effet d'entraînement produit par la traduction dans une langue centrale, donc le français et l'anglais, sur les éditeurs d'autres langues, ce que le sociologue Robert Merton a appelé l'effet Mathieu, hein, plus on traduit, plus on est reconnu, plus on est reconnu. Alors ce travail se heurte toutefois à des limites, on l'a vu, d'ordre politique, la Chine était un exemple, et commercial, qui sont également celles que rencontreront les politiques étatiques d'aide à la traduction. L'étude des négociations montre les contradictions inhérentes au projet, vouloir proposer des éditions populaires de traduction d'œuvres qu'on peut dire exotiques aux yeux du public, dont les débouchés sur un marché en expansion où la littérature populaire en langue locale prolifère ne peuvent qu'être exigus et détourner les éditeurs les plus commerciaux. On voit ici opérer la polarisation du champ éditorial décrite par Pierre Bourdieu entre le pôle de production restreinte, régi par l'exigence esthétique et intellectuelle, et le pôle de grande production orienté vers la quête de profit, polarisation dont William Marx a parlé à propos de Valéry la semaine dernière, au propos de la notion de littérature restreinte. S'il n'a pas été une réussite commerciale, le programme des œuvres représentatives aura toutefois eu un impact culturel bien réel en favorisant l'ouverture des frontières géographiques et imaginaires du marché de la traduction aux cultures non occidentales, anticipant ainsi la vague tiers-mondiste dans l'édition, dont Maspero sera un des porteurs en France, et en les inscrivant dans le canon de la littérature mondiale. Et je terminerai sur la question de l'universalisme en revenant à la citation de Jean-Clarence Lambert, laquelle exprime à partir de Hegel une conception de l'universalisme qui transcende celle de Hegel comme celle de Valéry et de Caillois, pour lesquels la civilisation européenne restait supérieure aux autres et qui en fait se rapproche plus de celle de Lévi-Strauss. Si elle résume parfaitement les contradictions inhérentes à la notion d'universalisme que l'on retrouve dans le programme des œuvres représentatives, elle ouvre aussi vers une conception moins impérialiste, tout en portant la trace, par son inscription dans ce programme, des luttes de concurrence pour le monopole de l'universel.
Lutte qui, selon Pierre Bourdieu, dans cette citation tirée d'un livre que nous venons d'éditer avec Jérôme Bourdieu et Franck Poupeau, intitulé Impérialisme, lutte qui, par l'hommage que le vice rend à la vertu, font progresser vers une véritable culture universelle, à savoir, je cite, une culture faite de multiples traditions culturelles unifiées par la reconnaissance qu'elles s'accordent mutuellement. Marqué par les luttes impérialistes entre la France et les États-Unis autour de la définition de l'universel, le programme des œuvres représentatives est tiraillé entre deux conceptions hiérarchiques et égalitaires des cultures, mais contribue à faire connaître et reconnaître les civilisations non occidentales dans le monde occidental. Et je ne résiste pas à terminer sur cette citation tirée du même texte de Bourdieu sur les deux impérialismes de l'universel, où il évoque deux textes de Valéry sur Paris, fonction de Paris et présence de Paris, deux textes de 1937, publiés dans Regard sur le monde actuel, et qui, aux yeux de Bourdieu, incarnent magnifiquement cet inconscient collectif hégémonique de l'Occident, avec cette centralité de Paris. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci infiniment, Gisèle Sapiro, pour cet exposé magnifique qui nous a fait vraiment sentir comment d'abord, qui nous a donné l'histoire de collections que nous connaissons bien, que nous fréquentons, comme Connaissance de l'Orient, etc., qui nous en explique la genèse, qui nous explique le rôle de Roger Caillois, de l'UNESCO dans la constitution de ces collections et de ces traductions qui ont bâti au bout du compte notre conception, notre vision, notre représentation de la littérature mondiale ou universelle, et qui nous montre aussi qu'on ne construit pas une littérature universelle ou mondiale. Universelle, je pense, c'est ça, parce que littérature, on pourrait dire, j'ai trouvé la citation de Bourdieu, l'avant-dernière en particulier, très passionnante, parce que elle fait la distinction, me semble-t-il, entre ce qu'on pourrait appeler une littérature mondiale et une littérature universelle. On pourrait dire la littérature mondiale, c'est la littérature mondialisée, globalisée, telle qu'elle existe, avec les rapports commerciaux, de marchandisation, etc., qui sont les nôtres, qui de reste qui ne sont pas sans intérêt, qui peuvent faire émerger des œuvres intéressantes par ailleurs. Mais c'est une littérature qui ne reflète souvent que des puissances et des privilèges de certains pays, de certaines cultures, et des reproduit souvent des phénomènes de domination qui existent, comme le dit très bien Pierre Bourdieu. Alors que la littérature universelle, celle du reste à laquelle pense René Etiamble également, hein, c'est une littérature qui serait basée sur vraiment un échange beaucoup plus, j'allais dire, démocratique entre les cultures, entre les nations, avec un choix basé davantage sur la qualité des œuvres. Et c'est quand même ce qu'a essayé de défendre l'UNESCO et Roger Caillois. Et donc, il y avait vraiment, pour arriver à cela, il faut beaucoup d'argent, beaucoup d'efforts, beaucoup de politique. Ça ne va pas sans défaut. Et alors, l'enquête est fascinante. J'ai beaucoup aimé aussi le fait que tu cites à la fin Jean-Clarence Lambert, qui je trouvais une personnalité qui est encore vivant, un très vieux poète, mais très importante, personnalité très importante, et qui a encore des témoignages tout à fait intéressants à apporter sur sa collaboration avec Roger Caillois. Et alors, moi, il y a beaucoup de questions à poser, et Martin aura sans doute des choses à dire aussi, mais dans le premier, une question qui me vient à l'esprit, c'est dans le premier projet de 46, il était indiqué qu'il s'agissait de fournir à des pays qui n'ont pas les moyens la possibilité d'avoir accès à des œuvres qui n'existent pas. Or, alors moi j'imaginais comme ça qu'on allait voir des pays pauvres, effectivement, et qu'on allait leur donner la possibilité de traduire je ne sais pas quoi, mais enfin d'autres œuvres. Et là, en fait, ce que nous a montré, c'est qu'en fait, ce sont les moyens de traduction sont arrivés vers la France et les pays anglophones, donc en gros les États-Unis et le Royaume-Uni, visiblement, donc les pays qui ont quand même des moyens pour leur faire connaître effectivement des cultures qui n'étaient peu connues chez eux. Est-ce qu'il y avait un autre pan du projet, ou est-ce que vraiment ça s'est limité à cela?
Oui, merci pour les commentaires, William. Effectivement, il y a une sorte d'hésitation au départ. On ne sait pas très bien ce qu'on veut faire. D'ailleurs, on parlait d'interpénétration littéraire, hein, c'était le terme. Et il y a même un projet qui commence par des projets de revues, donc qu'il y aurait des échanges entre revues. Et puis, ça paraît très compliqué à faire. Ils n'y arrivent pas. Ils essayent de solliciter, de pousser des... Voilà. Donc, il y a une première étape où il y a ces revues. Et puis, le projet se fixe très rapidement. Alors, il y a eu aussi, hein, j'ai cité l'exemple des traductions de Shakespeare, mais il y a un peu plus des exemples, effectivement, de traductions, y compris des traductions vers l'arabe, mais chaque fois qu'il y avait un pays impliqué, quand il y a eu une politique mise en place dans le pays pour faire traduire dans ce pays. Mais l'exemple aussi, donc c'est Shakespeare vers l'indonésien, il y a quelques exemples de ça. Mais c'est vrai que le gros des moyens, finalement, est allé à... absolument aux éditeurs français et anglophones, quelques Allemands qui ont accepté de faire des anthologies. La chose intéressante aussi, c'est qu'en fait, l'UNESCO soutient des projets difficilement viables. Donc, par exemple, il y a une politique très claire de soutenir la poésie, sachant que c'est devenu difficile. Voilà. Donc, elle promeut des anthologies de poésie. Elle initie des projets d'anthologie, hein, comme ce magnifique volume de Trésors de la poésie universelle, mais il y en a eu d'autres aussi. Voilà. Mais effectivement, le gros du mouvement est allé dans ce sens-là. Alors, c'est paradoxal. C'est effectivement, si on avait diffusé que des œuvres de l'Occident, évidemment, je mets ces notions entre guillemets, vers ces pays-là, on y aurait vu quelque chose de très hégémonique. Hein, et de toute façon, ça circule, parce que de fait, il y a des traductions qui sont faites plus dans ce sens-là qu'à l'inverse. Et donc, la politique de l'UNESCO n'était pas absurde dans ce sens-là, de faire connaître. Et je pense que ça tient aussi au fait que très vite, dans la conférence générale, apparaît l'idée de promouvoir, de mettre l'accent en particulier sur les rapports Occident-Orient. Donc, c'est une directive politique très claire et qui va donner lieu à ces collections qui peut-être n'auraient jamais existé sans ça. C'est vrai que Etienne voulait faire une collection chinoise. Est-ce qu'il aurait réussi à la faire tout seul dans son coin? Voilà. Alors c'est vrai qu'il n'y a pas que l'UNESCO à ce moment-là, il y a un intérêt plus large pour la Chine à cette époque en France. Donc c'est pris dans un mouvement général. Mais oui, c'est une réorientation en fait de cette politique. Parole à Martin, et en s'appuyant, c'est vrai, sur les instances de légitimation existantes. C'est-à-dire, quand même, il y a l'éditeur Gallimard, là, qui est très présent, et qui arrive visiblement très bien à manœuvrer, à négocier pour, voilà, à la fois se lancer dans un programme extrêmement ambitieux, c'est vrai, de traduction, avec des moyens qui lui seront donnés de l'extérieur, et l'UNESCO trouve un avantage, en fait, c'est une sorte de, voilà, de rapport... comme on dit maintenant, gagnant-gagnant. C'est-à-dire que l'UNESCO trouve un avantage à s'adresser à l'éditeur qui est le plus légitimant sur le marché français et qui donc va permettre de légitimer ses traductions. Et en même temps, Gallimard renforce son propre pouvoir d'instance de légitimation, pas seulement au niveau français, mais comme tu l'as montré, au niveau international, puisque Borges, en fait, est une créature Gallimard, à certains égards. Et ça, c'est assez fascinant. Donc là, il y a un enjeu où, comme tu dis, c'est le paradoxe de Matthieu que tu nous citais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'effectivement, les instants de légitimation et de canonisation ont tendance à essayer de coïncider ensemble, enfin de multiplier leurs actions ensemble pour avoir la meilleure cristallisation et la meilleure catalyse. C'est vraiment assez étonnant le rôle de Gallimard ici. Dans le monde anglo-saxon, c'était quel éditeur, ou il y avait quels éditeurs qui étaient... Je ne sais pas si il a été désactivé, celui-là, c'est ça parce que j'ai éteint, parce que je me suis dit que j'avais un double micro.
D'accord. Pardon. Donc voilà. Donc c'est pas facile de réunir toutes ces données. En fait, Gallimard, c'est parce que j'ai les archives. Gallimard. Sinon, je ne connaîtrais pas cette histoire de ce côté-là. J'aurais aucune trace dans les archives de l'UNESCO de toutes ces tractations. Et donc Gallimard est le premier informé parce que Caillois est un auteur Gallimard. Il lance cette collection chez Gallimard. Donc on voit très bien qu'il y a des collusions, des réseaux et des collusions d'intérêts qui vont dans ce sens-là. Mais Gallimard, c'est toujours s'entourer des bons réseaux pour la collection Connaissance de l'Orient. C'est pas simple. Hein. Il faut dire aussi que c'est pas simple. Hein. Bon, là, j'ai pas détaillé, mais la Connaissance de l'Orient, c'est un travail mais faramineux. Ce sont des romans de 2000 pages, mal traduits, il faut reprendre la traduction, ils veulent faire réviser. Enfin, c'est d'une complexité inouïe. Ça dure parfois 10 ans. Voilà. Donc, tout ce travail dont on ne voit que vraiment l'aspect le plus superficiel, c'est-à-dire un tel parle à un tel, il y a derrière et c'est presque un projet utopique impossible, quoi. Voilà. Oui, merci. J'ai été passionné, je pense, comme chacune et chacun, et notamment par la manière dont tu reconstruis des parcours qui ne sont pas susceptibles de lecture univoque. Hein, c'est-à-dire qu'en fait, à chaque niveau, c'est pas gaz à tous les étages, mais c'est complication à tous les étages, à la fois pour des raisons politiques, économiques. Quand tu as montré le tableau général des 800, j'ai été surpris, et je pense peut-être toi aussi, par le fait que autant la France traduit énormément, il y a pratiquement 230, hein, et l'Italie, qui est pour nous un des pays qui traduit le plus, ils ont traduit 5 livres de ce programme, ou 6. Donc j'étais surpris. C'était pas une langue prioritaire pour l'UNESCO. C'est ça. Donc français et anglais. On leur accordait seulement sur des projets spéciaux comme des anthologies, en fait. En fait, c'était la politique avec l'idée que, donc là encore, ça va dans le sens de ce que disait William, c'est-à-dire de la concentration vers les langues les plus dominantes, voilà. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir qu'il y a des circulations. Bon, c'est très difficile de faire des tableaux comme ça parce que pour chaque, j'ai tout le catalogue, mais pour chacun, je sais de quelle langue. Donc, par exemple, on voit traduction du hongrois vers, je dis au hasard parce que je suis même plus sûre d'avoir vu ça, vers le sri-lankais. Enfin voilà, je ne sais pas très bien. Je pense qu'il faudra faire une analyse de réseau que je vais m'atteler à faire une fois que j'aurai apuré cette base de données. Aussi, ça n'est qu'une partie, en fait. Donc ça, c'est la collection œuvres représentatives, mais il y avait d'autres collections. Elles sont à la suite dans le catalogue, moins importantes, mais qui sont incluses dans les 800. Voilà. Et des traductions vers les langues, donc vers l'arabe. Alors là, c'est plutôt... il y a de la philosophie aussi dans tout ça. Donc il y a tout un projet traduction d'Avicenne vers le français ou l'anglais, je ne me souviens plus. Et inversement, il y a des traductions de Balzac ou de Aristote en arabe ou enfin voilà dans d'autres langues. Et bon, alors toute dernière question avant de vous séparer. Qu'en est-il maintenant? Ça existe toujours ou est-ce que c'est voilà, parce que maintenant on fait confiance aux nations effectivement pour subventionner effectivement les traductions de leurs œuvres? Ça peut arriver. Hein, la Suisse l'a fait pour Ramu par exemple dans la Pléiade. Pourtant Ramu qui est un auteur fondamental. Donc est-ce que l'UNESCO a toujours une action sur les traductions ou est-ce que le programme est terminé? Eh bien, non seulement le programme a été interrompu pour des raisons financières, mais aussi l'index translationum a été interrompu. Donc l'index translationum de l'UNESCO qui recensait toutes les traductions dans le monde a continué. D'ailleurs, il était mis en ligne à partir de 1980. Auparavant, ce sont des registres qui sont déposés à l'UNESCO. Il a été arrêté en 2008. C'est vraiment très malheureux, ouais. Outre que c'était une source extraordinaire. Et le problème, c'est que maintenant, il y a des agences qui capitalisent sur ces données, sur les traductions, et donc il faut payer des sommes énormes pour accéder aux données. Enfin, voilà. Donc là encore, c'est quelque chose qui a été privatisé, approprié. Et,
Voilà. Bon, bah, mais les données jusqu'en 2008 restent disponibles. Elles m'ont beaucoup servi dans les travaux dans Translatio et dans d'autres travaux. Bon, en tout cas, nous avons toujours les exemplaires de ces collections, de ces traductions. Par contre, ce sont les politiques étatiques, hein, c'est ce que j'ai réalisé en préparant, qui se sont mises en place, et ça c'est intéressant. Alors c'est inégal parce que ça dépend des pays, mais les politiques d'aide à la traduction, d'exportation, en fait, vraiment c'est en préparant cette conférence que tout d'un coup j'ai réalisé que l'UNESCO avait agi plus que comme un précurseur dans cette matière, vraiment comme un sorte de levier, puisqu'il engage des collaborations avec les pays, les gouvernements sur ces traductions. Voilà. Et avec aussi la personnalité de Roger Caillois, qui est quand même une personnalité, c'est vrai, qui a été, qui est sans doute une force de catalyse, hein, quand même, pour représenter à la fois avec sa légitimité propre d'écrivain, de penseur. Vraiment, merci infiniment, chère Gisèle, et merci à vous, voilà, pour ces 3 heures.